première journée à l'école. J'ai la grande joie d'accueillir pour cette conférence de rentrée dont Jean Charouin vous disait il y a un instant qu'elle était la première du genre au sein d'Audencia Nantes École de Management et particulièrement du programme d'école. J'ai donc la grande joie d'accueillir un grand ami, il ne me vendra pas de le présenter ainsi, d'Audencia. Il s'agit d'André Comte-Sponville. André Comte-Sponville est un philosophe de renom qui a commis tout au long de ces dernières années d'importants ouvrages qui ont, je crois, orienté le parcours d'un certain nombre d'hommes et de femmes, et d'un certain nombre d'hommes et de femmes, et en cela il illustre le rôle que l'on peut attendre de la philosophie, d'hommes et de femmes qui avaient, je le crois, en tout cas je me compte parmi eux, qui avaient pris un certain nombre de responsabilités, et ces livres ont été éclairants dans leur parcours. À ce titre tout personnel, je suis donc ravi de céder ce micro à André Comte-Sponville, que je vous remercie d'accueillir. Bien, bonjour à tous. Donc le thème que j'ai prévu de traiter, qui a été annoncé, a un titre à rallonge, puisque j'appelle ça « Sens du travail, bonheur et motivation », avec un sous-titre « Philosophie du management ». Ça tombe bien, puisque vous venez d'entrer dans une école de management. Reste à savoir ce que c'est, et au fond, c'est ce que je voudrais essayer d'éclairer aujourd'hui. Philosophie du management, donc philosophie pour les managers, et donc philosophie pour vous bientôt, puisque si vous entrez dans une école de management, c'est évidemment pour être un jour ou l'autre manager. Ça veut dire que vous vous préparez à faire un métier vraiment difficile. J'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles, mais le métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, ça sera exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. J'entends bien que tous, évidemment, préfèrent travailler dans une entreprise plutôt qu'être chômeurs. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler dans telle ou telle entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, quand vous serez manager, fût-ce à un niveau modeste, dans votre première entreprise, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs et subordonnés continueraient à travailler sous votre direction s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen. Eh bien, la réponse qui tendanciellement, comme un pizzaiolo de Chambéry il y a 2 ou 3 ans, 60 millions d'euros. Combien continueraient à travailler sous votre direction s'ils avaient gagné 60 millions d'euros au loto européen? Eh bien, disais-je, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Ah oui, le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs et subordonnés, travailler sous votre direction, ça ne sera pas une vocation, ça ne sera pas un plaisir, ou en tout cas pas d'abord, ça sera d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management. Ça sera la difficulté de votre métier. Alors, bien sûr, ça a toujours été vrai que c'est un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est encore beaucoup plus difficile. Parce que justement, les salariés ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés.
Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis plusieurs décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois Aubry, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes spécialement me disent souvent, les chefs d'entreprise, mais vous êtes bien placés pour le savoir, les jeunes me disent souvent, les chefs d'entreprise ont perdu le sens du travail. Bref, on a envie de vous dire, par à l'avance, dure saison pour les managers. Votre travail, ça sera de faire travailler les autres, et les autres travailler, ils ne préféreraient pas. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, comme tout le monde, c'est le bonheur. Oui, mais pas de peau, ce que vous leur proposerez en tant que manager, ça ne sera pas du bonheur, ça sera du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait mal donne dès le départ. Et c'est cette mal donne-là qu'un management bien conduit doit se donner pour but de lever. Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, l'entreprise qui les emploie, qui vous emploiera ou que vous dirigerez, ce qu'elle cherche, ce n'est pas non plus le travail, c'est le profit, évidemment. Il faut être au moins Premier ministre de la France, je pense à Dominique de Villepin plutôt qu'à François Fillon, ou avoir passé trop longtemps à l'ENA, pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Tartufferie qu'on appelle en France le patriotisme économique. Il suffit de s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier pour comprendre très vite que le but d'une entreprise, sauf quelques très rares exceptions, ça n'est pas de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, évidemment. Et en économie capitaliste, créer de la richesse, ça s'appelle faire du profit. Et c'est bien, c'est pour ça qu'on a besoin d'entreprises. C'est-à-dire pourquoi aucune entreprise, vous le découvrirez vite, n'hésite très longtemps à licencier, quand c'est la seule façon de sauver, voire de maximiser sa rentabilité. Oui, mais alors là, ça devient intéressant. Parce que les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit. Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur un problème tout à fait intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, ne cherche le travail pour le travail? Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, c'est où ce sera votre problème. Alors bien sûr, je pourrais vous laisser vous dépatouiller avec, si je suis venu, c'est pour réfléchir avec vous, mais le cœur du problème est exactement là. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, ne cherche le travail pour le travail? Et c'est pour traiter ce sujet que je procéderai en deux temps. Dans un premier temps, je traiterai la question le sens du travail. Dans un deuxième temps, je traiterai le thème bonheur et motivation. Donc d'abord, le sens du travail. On a beaucoup dit ces dernières années au MEDEF, spécialement du temps de M. Sellière, et au gouvernement, spécialement du temps de M. Raffarin. On a beaucoup dit que les lois Aubry, sur les 35 heures, avaient fait baisser, voire quasiment disparaître, la valeur du travail. Le travail, depuis les lois Aubry, serait une valeur en baisse. Soit, mais en quel sens du mot « valeur » ? Parce que ce mot de valeur, comme vous le savez tous, il a deux sens très différents. Il y a la valeur économique, la valeur marchande, et puis il y a la valeur morale. Alors lorsqu'on parle d'une baisse ou d'une quasi-disparition de la valeur travail,
Est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur économique du travail ou est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur morale du travail? Il ne peut pas s'agir d'une baisse de sa valeur économique. Parce que là, à l'inverse, les lois Aubry, imposant une réduction de la durée du travail, 35 heures, à salaire constant, entraînent au contraire, c'est bien pourquoi d'ailleurs elles sont économiquement problématiques, entraînent au contraire une augmentation du coût du travail. Et là, il faut être à la fois sérieux et cohérent. On ne peut pas en même temps constater, voire dénoncer pour certains une augmentation du coût du travail, et en même temps se plaindre d'une baisse de sa valeur économique. Maintenant, il n'y a pas de baisse de la valeur économique du travail, très loin de là. Le travail en France n'a jamais été aussi cher. Si bien que si baisse de la valeur travail il ne peut s'agir que d'une baisse de la valeur morale du travail. Et c'est bien ça, en effet, que me décrivent souvent les chefs d'entreprise, qui m'expliquent à longueur de séminaire que pour la plupart de leurs salariés, et spécialement, me disent-ils, pour les plus jeunes de leurs salariés, le travail est de moins en moins une valeur morale. J'ai même vu plusieurs patrons me faire part de leur désarroi et me dire « Écoutez les jeunes, je n'y comprends plus rien. Pour eux, le travail n'est même plus une valeur morale. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque les jeunes, c'est vous. Mais moi, ce que je réponds toujours aux chefs d'entreprise, c'est que sur ce point précis, ce sont les jeunes qu'ils évoquent qui ont raison. Parce que ce que je crois, en effet, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. Alors, ma position dans cette première partie tient en 2 points. 1, le travail n'est pas une valeur morale. 2, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Donc d'abord, le travail n'est pas une valeur morale. Lorsque j'ai publié, il y a maintenant une quinzaine d'années, l'un de mes livres, qui s'appelait « Petit traité des grandes vertus » et qui, comme son titre l'indique, était un traité de morale, plusieurs chefs d'entreprise sont venus me voir, là encore, à l'occasion de colloques ou de séminaires, pour me faire, le plus souvent cordialement, mais tout de même vertement, le reproche suivant. Ils me disaient, c'est quand même culotté, votre petit traité des grandes vertus. Vous faites 18 chapitres sur les 18 vertus principales, à vos yeux, les plus grandes vertus. Il n'y a pas un seul chapitre sur le travail. Je leur répondais, oui, vous avez raison, il n'y a pas de chapitre sur le travail dans mon petit traité des grandes vertus. Mais avez-vous remarqué, leur demandai-je, avez-vous remarqué que dans les évangiles, non plus? Parce qu'enfin, il n'est écrit nulle part que je sache. Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. Et il y a bien sûr un chapitre sur l'amour dans mon petit traité des grandes vertus, qui est à la fois le dernier et de très loin le plus long. Alors nos chefs d'entreprise, un peu désarçonnés par ma réponse, et d'autant plus qu'en France, ils sont presque tous de culture chrétienne, se raccrochaient à la première branche qui passait devant leurs yeux hagards, une très grosse branche, en l'occurrence la Bible, pas moins la Genèse. Et ils me disaient sur un ton vengeur, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur répondais, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant suggérer à Madame Parizeau de choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les Écritures, même la langue en français s'inscrit en faux contre cette idéologie patronale ou managériale qui voudrait que le travail soit une valeur morale. Je vous rappelle, peut-être je vous apprends pour certains d'entre vous que ce mot de travail en français, comme dans
plusieurs autres langues latines, vient du bas latin trepalium, et que le trepalium dans la Rome antique était un instrument de torture, Comme quoi la difficulté douloureuse du rapport au travail, je le dis toujours au patron, ça n'a pas commencé avec les lois Aubry. Ça n'a même pas commencé avec mai 1968. Je vous jure que ça a commencé bien, bien avant. Ça a commencé en gros avec le travail. C'est-à-dire, il y a au bas mot 10 000 ans, la révolution néolithique a supposé que la chasse et la cueillette, qui existaient depuis bien plus longtemps, n'aient pas été déjà des formes de travail. C'est d'ailleurs en ce sens, trepalium, qu'on parle de salle de travail dans nos maternités. La salle de travail, comme chacun sait dans une clinique, c'est la salle où les femmes accouchent. Pas du tout qu'on ait considéré qu'accoucher, c'était un métier, mais simplement parce qu'accoucher depuis des millénaires et encore souvent aujourd'hui, ça fait atrocement mal. La salle de travail, c'est simplement la salle de souffrance, et ça en dit long, là encore, sur le travail. Mais bon, laissons les textes et l'étymologie, venons-en au réel lui-même. Moi, ce que je dis, c'est que le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouvent les vacances et le salaire. C'est ce que prouvent les vacances d'abord parce que le propre d'une valeur morale, c'est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la vertu. On ne va pas dire aux Français, ben voilà, la générosité est une valeur morale et donc vous aurez le droit d'être égoïste pendant 5 semaines par an. Pour la 6e, on va discuter avec les syndicats. Bien sûr que non. Si la générosité est une valeur morale, elle vaut par définition 52 semaines par an. On ne va pas dire aux Français, la justice est une valeur morale et donc vous aurez le droit d'être injuste pendant 5 semaines par an. Évidemment pas. Si la justice est une valeur morale, elle s'impose par définition 365 jours par an, 366 les années bissextiles. Le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle est sans repos ni cesse, qu'elle est sans interruption ni cesse. Tout travail mérite repos. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Je dis toujours aux chefs d'entreprise, je pense que vis-à-vis de vous, ça serait beaucoup moins vrai, mais je dis toujours aux chefs d'entreprise que s'il y en a quelques-uns parmi eux qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertu que de possibles pathologies. Le travail n'est pas une valeur morale, c'est ce que prouve deuxièmement et surtout le salaire. Alors c'est bien que vous n'êtes pas encore salarié, mais mettez-vous dans la position où vous le serez. Là encore, je demande toujours aux cadres dirigeants, aux salariés, aux chefs d'entreprise. Pour aimer, vous demandez combien? Ils me répondent, vous me traitez de prostituée, l'amour, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Vous avez bien sûr raison. L'amour est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être juste, il faut qu'on vous paye. Attendez, si on me paye pour être juste, c'est plus de la justice, c'est de la corruption. Vous avez raison. La justice est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être généreux, vous demandez combien? Attendez, si je demande quelque chose, c'est plus de la générosité, c'est de l'égoïsme. Vous avez raison. La générosité est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour travailler, vous demandez combien? Ah ben là, la question est très intéressante. Réfléchissez-y avant votre premier entretien d'embauche. Et puis, pour tous ceux qui sont salariés, il y en a quand même quelques-uns dans la pièce, on connaît la réponse. Parce que la réponse à la question « pour travailler, vous demandez combien ?» elle est inscrite, le plus souvent en bas à droite et en caractère gras, sur leur bulletin de salaire.
pour ceux qui sont salariés. Pour moi, par exemple, la réponse sera inscrite sur la facture, mon cher Jean, que je me ferai un plaisir de vous envoyer, pas plus tard que dans quelques jours. Et on est au moins 2 dans la salle, à savoir que même si pour Audencia, je fais une réduction dont je m'étonne moi-même, mais enfin, malgré tout, je suis loin d'être bon marché. Autrement dit quoi? Autrement dit, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'a pas de prix, c'est qu'elle n'est pas à vendre. Tout travail mérite salaire ou rémunération. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Disons la chose autrement, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'est jamais soumise à quelque marché que ce soit. Il y a un marché du travail. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Je dirais volontiers, quitte à forcer un peu le trait, que le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Mais bien sûr, ce serait formidable pour les patrons si le travail était une valeur morale. À la limite, ils n'auraient plus à payer leurs salariés. Ils ne les payent pas pour être aimants, pour être justes, pour être généreux. Ils n'auraient pas à les payer pour travailler. Eh bien, je dis toujours aux chefs d'entreprise, essayez pour voir. Du jour où vous cesserez de payer vos salariés, ils ne cesseront pas, pour ceux qui le sont, d'être aimants, justes, généreux. Mais ils cesseront tous, évidemment, de travailler, et ce n'est pas moi qui le reprocherai. Le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Bref, quand vous serez manager, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs ou subordonnés pour les motiver ou pour tenir lieu de management. D'ailleurs, je vais vous dire, de mon point de vue d'observateur extérieur à l'entreprise, mais informé des choses de l'entreprise, dès qu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en position d'échec professionnel. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut jamais le faire. Il y a des moments où il faut bien assumer une situation objective d'échec. Mais voilà. Quand vous en serez réduit à faire la morale à tel ou tel de vos collaborateurs ou subordonnés, ça voudra dire que vous serez, vous, déjà, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs ou pour tenir lieu de management. Le travail n'est pas une valeur morale, disais-je. Deuxième idée, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Alors bien sûr, ce que je dis n'est cohérent que parce que je fais une différence entre la valeur et le sens. Ces deux notions, vous le verrez, là vous arrivez de votre classe prépa, mais dès que vous fréquenterez un peu le monde de l'entreprise, commencerez à feuilleter des livres de management, je vous souhaite bon courage parce qu'ils sont dans l'ensemble très ennuyeux, vous verrez que ces mots de valeur et de sens apparaissent sans arrêt dans ce que j'appelle l'idéologie managériale ou ce qu'on pourrait appeler aussi bien le management raconté aux enfants. Sauf que vous ne verrez pratiquement personne s'interroger sur la différence entre ces deux notions, la valeur, le sens, qu'ils utilisent comme s'ils étaient synonymes, comme si elles étaient synonymes, alors que bien sûr, il n'en est rien. La différence entre la valeur et le sens, pour l'essentiel, c'est que la valeur, elle est toujours intrinsèque. J'entends par là que la justice, la générosité, l'amour, pour reprendre les exemples que j'évoquais tout à l'heure, c'est des valeurs, des notions qui valent en elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. On n'est pas généreux pour autre chose que la générosité, on est généreux parce qu'il faut être généreux. Alors que le sens, lui, au contraire, il est toujours extrinsèque, il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Alors cette notion de sens, si rebattue dans le monde du management, ça vaut la peine de prendre 5-10 minutes pour réfléchir. C'est une notion évidemment très importante, mais aussi très difficile, peut-être l'une des plus difficiles à saisir. Essentiellement pour deux raisons.
La première raison qui rend cette notion de sens difficile à saisir, c'est qu'en français, ce mot de sens a lui-même plusieurs sens différents. Il en a trois principaux pour aller vite. Le mot sens peut en effet désigner la sensation, ou l'appareil sensoriel ou sensitif, bref, ce qu'on appelle les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Mais ce même mot de sens peut désigner aussi la signification, quand je dis le sens d'un mot, le sens d'une phrase. Enfin, ce même mot de sens peut désigner aussi la direction, l'orientation, le but. Si je dis par exemple, j'ai pris le TGV hier soir dans le sens Paris-Nantes. Je le prendrai tout à l'heure dans le sens Nantes-Paris. Et bien sûr, ça complique terriblement la notion. Parce que la sensation, la signification, la direction, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, si je m'interroge sur le sens du travail, ou aussi bien si je m'interroge sur le sens de la vie, est-ce que je me demande quelle est la sensation que j'en ai? En général, ce n'est pas à ça qu'on pense. On a sans doute tort de ne pas y penser davantage. Là encore, j'ai toujours aux chefs d'entreprise qui m'invitent lors de leurs travaux, si vous voulez que vos salariés trouvent du sens à travailler chez vous, encore faut-il que travailler chez vous, ça n'est pas, si j'ose dire, trop mauvais goût. Ça pose la question des conditions de travail. Et puis s'agissant du sens de la vie, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'est le sens de la vie quand on n'a pas le goût de vivre. Mais pour le reste, est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une signification? Est-ce qu'il veut dire quelque chose et quoi? Ou est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une direction? Est-ce qu'il va quelque part et où? Ce n'est pas du tout la même question. Mais ce qui rend cette question, cette notion de sens encore plus difficile, c'est qu'en chacun des 3 sens du mot sens, comme sensation, comme signification, comme direction, le sens est toujours extrinsèque, il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Je le montre rapidement pour chacun de ces 3 sens. D'abord donc la sensation, les 5 sens. Eh bien écoutez, je vous propose une expérience qu'on peut faire tous ensemble, ici et maintenant. Je vous propose de sentir votre odorat. Allez-y. C'est bizarre, je ne sens rien. Eh oui. L'odorat est inodore. Je vous demande d'écouter votre oui. Je n'entends rien. L'ouïe est inaudible. Je vous demande de voir votre vue. Alors les petits manins vont sortir un miroir de leur sac ou de leur poche. Ils verront leurs yeux. Encore faut-il un miroir. Ils ne verront jamais leur vue. La vue est invisible. Autrement dit, aucun des 5 sens ne se perçoit lui-même. Il n'est sensation que de l'autre. C'est vrai aussi, bien sûr, du sens comme signification. Le sens d'un mot n'est pas ce mot, mais ce que ce mot désigne ou signifie. Par exemple, si je dis « ma montre est posée sur le pupitre », le sens du mot « pupitre », ce n'est pas le mot, c'est le pupitre, qui n'est pas un mot. D'ailleurs, si je vous disais « ma montre est posée sur le mot pupitre », vous diriez « il a pété les plombs ». Ce qui prouve bien que le sens du mot pupitre, ce n'est pas le mot pupitre. Aucun mot ne se signifie lui-même, il n'est signification que de l'autre. Enfin, c'est vrai, presque a fortiori, excusez-moi, du sens comme direction. Je disais, j'ai pris le TGV hier soir dans le sens Paris-Nantes. Ça veut dire que Nantes, Audencia en l'occurrence, a été le sens, sinon de ma vie, du moins de mon voyage, de mon déplacement pendant les 2 heures et quart qu'il a duré. Si je rencontre un ami dans le train, il me demande où vas-tu, quel est le sens de ce voyage, je vais à Audencia. Je venais de Paris. D'autres parmi vous peuvent venir aussi bien de Lyon, de Marseille, de Lille, que sais-je. Peut-être même de Shanghai ou de New York. Où qu'on soit dans le monde, on peut bien sûr venir à Nantes et spécialement à Audencia.
Ça veut dire qu'Audencia fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, à la seule condition qu'on désire s'y rendre. Plus exactement, non. Audencia fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, sauf en un point. C'est vraiment pas de peau. C'est justement où nous sommes, à Audencia. Parce que tant qu'on est à Audencia, il est rigoureusement impossible d'y aller. Et c'est le seul endroit du monde où il soit absolument et définitivement impossible d'aller à Audencia. Eh bien, je vais vous dire, le sens, ce n'est jamais où l'on est, c'est toujours où l'on va. Et personne ne peut aller où il est, ni être où il va. Ça veut dire que le sens est toujours ailleurs. Ce n'est pas de pôle encore, parce que nous sommes toujours ici. Pas toujours ici à Audencia, mais où que vous soyez, c'est un ici par définition. Où que vous soyez, le sens, lui, il est ailleurs. Non pas ici où vous êtes, mais là-bas où vous allez. Ça veut dire qu'on se trompe toujours, soit dit en passant, quand on croit avoir atteint, comme certains le disent un peu naïvement, le sens de sa vie. Imaginez, je ne sais pas, le jeune trentenaire ambitieux dans une entreprise, qui n'a qu'un but dans la vie, c'est de devenir le boss à la place du boss. Et puis le même, 20 ans plus tard, ça y est, le vieux est parti, il a en effet choisi comme successeur, il est devenu PDG. Et notre jeune trentenaire ambitieux, qui n'est plus qu'un quinquagénaire fatigué, comme tout le monde, s'assoit pour la première fois dans son grand bureau directorial, dans son fauteuil directorial. Il est tout seul, il a un grand moment d'émotion, il se dit à lui-même, ce coup-ci, ça y est, j'ai atteint le sens de ma vie. Bien sûr que non, crétin. Parce que ce fauteuil directorial faisait sens ou pouvait faire sens pour toi tant que ce n'était pas ton fauteuil. Tu n'y étais pas, c'est là que tu voulais aller, ça pouvait faire sens. Mais maintenant que tu y es, ça ne peut plus faire sens. Le sens, forcément, il est ailleurs, non pas ici où tu es, mais là-bas où tu vas. Bref, lève-toi, bouge-toi le cul, va bosser. Le sens est toujours ailleurs, il n'est direction que vers l'autre. Ça veut dire qu'en chacun de ces trois sens du mot sens, sensation, signification, direction, le sens est toujours extrinsèque, il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Bref, il n'est sens à jamais que de l'autre. Eh bien, ça nous dit quelque chose de très important. Ça nous dit que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Et tant que vous n'aurez pas compris quelle est cette autre chose, vous aurez tendance à faire du travail une fin en soi, c'est-à-dire une valeur morale. Alors ça, pour les managers, c'est très confortable. Parce que si le travail est une valeur morale, ils font le plus beau métier du monde. Ils aident leurs congénères à être vertueux. 2, ça les autorise à traiter leurs collaborateurs de paresseux. C'est quand même pour un manager le plus confortable. Il y a juste 2 petits problèmes. 1, moralement, ce n'est pas toujours juste de les traiter de paresseux. 2, surtout, d'un point de vue managérial, c'est notoirement inefficace. Le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Quelle chose? Vous connaissez tous ce dicton qu'on dit toujours oriental, hein, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Cet imbécile devait être manager, où beaucoup de managers, malheureusement, ressemblent à cet imbécile. Parce que vous lui montrez la lune, il regarde votre doigt. Ah, vous dites, attends, imbécile, c'est pas mon doigt qu'il faut regarder, c'est la lune. Il pourrait vous répondre, mais pourquoi tu veux que je regarde la lune? Elle n'a pas de sens, la lune. Elle ne veut rien dire, la lune. Elle ne va nulle part, la lune. Ton doigt, lui, il a du sens. Ton doigt, il veut dire, regarde la lune. Eh bien, tu vois, je préfère regarder ton doigt qui a du sens plutôt que la lune qui n'en a pas. Pourquoi est-ce qu'il est très bête? Il est très bête parce qu'il est fasciné par le sens, obnubilé par le sens.
au point d'oublier que le sens ne vaut qu'au service d'autre chose, qui n'a pas de sens, mais qui est une valeur, évidemment. Eh bien, quand messieurs Seyer et Raffarin répétaient « valeur travail », ils étaient exactement dans la position de l'imbécile qui regarde le doigt. C'est pas de chance encore, parce que les jeunes, bien sûr, vous êtes bien placés pour le savoir, ils préfèrent regarder la lune. Le vrai manager, ce n'est pas celui qui dit au jeune gars qu'il vient d'embaucher, ou à la jeune fille qui vient d'embaucher, valeur travail, regarde mon doigt. C'est celui qui lui dit, t'as vu la lune? On va y aller ensemble, à condition d'avoir les moyens de l'y emmener et de l'y accompagner. Et puis, je vais vous dire, ou plutôt je dirais aux rares parents qui sont à ma droite, parents, collègues et amis qui sont à ma droite, est-ce que c'est parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons? C'est quoi le sens d'un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire, un enfant? Ben, ça ne veut rien dire, mais alors là, rien du tout. Où ça va, un enfant? Ben, on n'en sait rien. Peut-être nulle part. Et puis, c'est sa vie, ce n'est pas la nôtre. Et puis surtout, ce n'est pas pour l'adulte qu'il sera dans 20 ans qu'on l'aime. C'est pour l'enfant qu'il est aujourd'hui. Non, la vérité vraie, c'est que ce n'est pas parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons. C'est inversement parce que nous les aimons que notre vie prend sens. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Parce que si c'est le sens que vous aimez, messieurs, et chers collègues, parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir ce genre de pratique, plutôt que d'offrir un bouquet de fleurs, mon cher Jean, à ta compagne dimanche prochain, bouquet de fleurs insignifiantes, parce que tu ne feras pas croire que tu crois au langage des fleurs, cette niaiserie. Offre-lui plutôt dimanche prochain un beau bouquet de panneaux de signalisation. Non, chérie, c'est vrai, les fleurs en amarre, ça ne veut rien dire, tu ne crois pas au langage des fleurs. Donc, tu vois, ce dimanche, comme tu peux voir, je t'ai offert ce beau bouquet de panneaux de signalisation. Ça, au moins, ça a du sens. J'ai mis 3 sens interdits, 5 interdictions de stationner, toujours par nombre impair, messieurs, et puis j'ai rajouté ces quelques feux tricolores que je trouve du plus charmant effet. Ton épouse, Jean, a déjà la main sur le combiné téléphonique pour appeler les urgences psychiatriques. Elle a raison, bien sûr. Alors, pour la rassurer, tu sors derrière ton dos un bouquet de fleurs. Et tu lui dis, mais non, chérie, c'était pour rire, je vais te faire des fleurs comme d'habitude. Mais tu vois, ce bouquet de fleurs, il veut bien dire quelque chose. Il a bien du sens. Pas du tout que je crois au langage des fleurs, cette niaiserie, non, mais ce bouquet de fleurs, il veut bien dire quelque chose. Il a bien du sens, il veut dire que je t'aime toujours. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Eh bien, si vous prenez ensemble ces 2 propositions que je viens rapidement de bâtir devant vous, 1, il n'est sens que de l'autre. 2, ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Vous les appliquez l'une et l'autre à la question du sens du travail. Et vous pouvez en conclure, 1, que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. 2, que cette autre chose ne fait sens qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Votre métier futur de manager serait un métier facile si tous vos collaborateurs et subordonnés aimaient la même chose, qui suffise à donner sens à leur travail. Et votre métier futur de manager serait un métier impossible si vos collaborateurs n'aimaient rien ou jamais la même chose. Le métier de manager n'est pas facile, je l'ai dit, mais il n'est pas non plus impossible, c'est évident. Il n'est pas impossible parce qu'il y a bien quelque chose que tous les salariés aiment sans exception. Quelle chose? L'argent, bien sûr, c'est pour ça qu'ils travaillent. Le salaire, un salarié travaille pour le salaire. C'est ce qui fait que le management est possible, autrement dit,
C'est parce qu'on a inventé le salariat qu'on a inventé le management. Mais pourquoi est-ce que le métier de manager est un métier tellement difficile? Parce que l'argent, le salaire, ça permet de recruter quelqu'un. Ben oui, c'est fait pour ça. Mais ça n'a jamais suffi à recruter les meilleurs. Ça suffit encore moins à garder les meilleurs, à les fidéliser. Ça suffit encore moins à souder une équipe, à susciter l'enthousiasme, la créativité, la responsabilité. Bref, si vous ne proposez plus tard à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler, alors comprenez-moi bien, l'argent est une très bonne raison de travailler, il faut bien connaître sa vie, mais c'est une raison médiocre parce que n'importe quel médiocre peut comprendre qu'il a besoin de travailler pour gagner sa vie. Si vous ne proposez plus tard à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler, vous ne recruterez et surtout vous ne garderez que les médiocres. Tous les meilleurs seront partis ailleurs, chez vos concurrents, où ils auront, par hypothèse, à peu près le même salaire, mais avec en plus autre chose que le salaire, autre chose qu'ils aiment aussi, qui fait donc pour eux un sens supplémentaire, de la motivation supplémentaire. C'est ce que m'avait aidé à comprendre un jour un chef d'entreprise, après l'une de mes conférences sur le même sujet, et il me disait « Oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Ils arrêtent de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Aucun chef d'entreprise, sauf dans quelques niches ou conjonctures très particulières, mais sur la durée et à l'échelle des grands nombres. Aucun chef d'entreprise ne peut payer ses salariés 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce chef d'entreprise, oui, c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner des problèmes dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait absolument raison, et c'est ce qui m'amène à ma deuxième et dernière partie, bonheur et motivation. Bref, quand vous serez chef d'entreprise, cadre dirigeant, manager, n'oubliez jamais que vos salariés, vos collaborateurs, vos subordonnés ne travaillent pas par devoir ou pour des raisons morales. Ils ne travaillent pas par amour du travail ou par amour de l'entreprise ou par amour du client ou par amour du patron ou de l'actionnaire. Arrêtons de rêver, si tant est que ce soit un rêve plausible. Vos salariés travailleront par amour d'eux-mêmes et de leurs enfants, pour gagner leur vie, pour élever leurs gosses. Et c'est très bien comme ça. Que penseriez-vous d'un salarié quelconque qui mettrait l'amour de son entreprise plus haut que l'amour de ses enfants? Soyons lucides, à côté de ses enfants, son entreprise, il n'en a rien à foutre. Rien. Simplement pour élever ses enfants. Il a besoin de gagner sa vie, de travailler, en l'occurrence dans cette entreprise-là. Les salariés ne travaillent pas par amour du travail ou de l'entreprise ou du patron ou du client ou de l'actionnaire. Ils travaillent par amour d'eux-mêmes et de leurs enfants. Ils travaillent pour être heureux. Vous allez me dire, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez? Vous ne les connaissez pas. J'en sais que ce sont des êtres humains et que je crois avec Blaise Pascal que tout homme veut être heureux. C'est une formule de Pascal dans les Pensées, bien sûr. Pascal écrit ceci. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Fin de citation. Alors la touche finale, jusqu'à ceux qui vont se pendre, dans sa noirceur, dans sa beauté, dans sa profondeur, est très pascalienne, mais très juste au fond. Parce qu'au fond, celui qui va se pendre, celui qui se suicide,
Pourquoi se tue-t-il? Il se tue pour ne plus souffrir, évidemment. Or, ne plus souffrir quand on souffre atrocement, c'est encore se rapprocher du dernier bonheur purement négatif qui paraît alors possible, la cessation de la souffrance. Eh bien, si tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, permettez-moi de penser que tout homme, toute femme veut être heureux, y compris celui ou celle qui viendra travailler sous votre direction pendant 4 ou 5 jours par semaine. Qu'est-ce qui fera courir vos collaborateurs? Le bonheur. Ils courent après le bonheur. Qu'est-ce qui fera courir vos clients? Le bonheur. Qu'est-ce qui fera courir vos supérieurs, vos actionnaires? Le bonheur. C'est ce que Stendhal appelait joliment la chasse au bonheur. Stendhal écrit quelque part, la chasse au bonheur est ouverte tous les matins. Ce qui est très vrai, bien sûr. Mais reste à voir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors, quand on regarde dans le dictionnaire à motivation, on vous renvoie bien sûr à motif. Alors, vous allez voir un motif et vous découvrez qu'un motif, c'est un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile. Et la première fois où j'ai fait cette petite recherche pour préparer une conférence sur la motivation, je vois un but intellectuel. Je me suis dit, aïe. Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, ça serait simple, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel parce que, je n'ai pas le temps malheureusement d'y attarder, mais l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Parce qu'il n'y a de but que pour et par le désir. Non pas par l'intelligence, mais par le désir. Je dis toujours que si un jour je devenais directeur d'une école de commerce ou de management, ce qu'à Dieu ne plaise, je n'ai pas envie de devenir le boss ici à la place du boss, mais imaginons. Je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée d'Audencia sur le mur de gauche une formule d'Aristote, philosophe grec, IVe siècle avant Jésus-Christ. Je ferai inscrire en lettres d'or sur le mur de gauche du hall d'entrée d'Audencia une formule d'Aristote. Aristote écrivait « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais dans motivation, surtout, il y a moteur. La motivation, c'est ce qui meut, et bien voilà, le seul moteur dans un homme ou une femme, c'est le désir. Et sur le mur de droite du même hall d'entrée de l'école, je ferai inscrire toujours en lettres d'or une formule de Spinoza, XVIIe siècle en Hollande. Spinoza écrivait « Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. » Ça veut dire, Aristote, Spinoza, ça veut dire que nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur votre futur métier de dirigeant d'entreprise. Parce que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir particulier, du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. École de management, école de commerce, malgré tout, Subdeco Nantes n'a pas disparu dans le désert. Ça veut dire que ce que vous devez apprendre ici, c'est d'abord et avant tout de devenir des professionnels du désir de l'autre. Pas un professionnel de la comptabilité ou de la gestion, non. Professionnel du désir du client, marketing. Professionnel du désir du salarié, management. C'est pour ça, pour prendre un exemple concret, que la famille Peugeot, dans sa grande sagesse, dans sa grande expérience,
a embauché, il y a maintenant 3 ans à peu près, je crois, pour diriger le groupe PSA, un nouveau PDG qui n'avait jamais de sa vie ni fabriqué ni vendu une automobile. Ils s'en foutent, la famille Peugeot. Ils ne voulaient pas embaucher un mécano. Ils ne voulaient pas embaucher un vendeur de voitures. Ils voulaient embaucher un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise dans l'automobile comme ailleurs, ça n'est pas d'abord un professionnel de l'automobile. C'est un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir du client, marketing. Professionnel du désir du salarié, management. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je reviendrai un jour pour parler du désir plus longuement. Là, on a commencé en retard, je ne vais pas prolonger trop la matinée. Laissons de côté la question de côté. Je ne peux pas approfondir la question du désir, je n'ai pas le temps. Je laisse de côté la question du marketing, parce que je n'ai pas le temps là encore. Je pourrais revenir en parler un autre jour. Essayons pour terminer de réfléchir donc à cette question qui nous occupe depuis le début, cette question du management. Si vous avez compris que vous êtes, en tant que manager, d'abord et avant tout des professionnels des désirs de vos collaborateurs et subordonnés, ça débouche sur une notion que j'ai forgée et qui me paraît importante, que j'appelle le marketing managérial. J'ai forgé cette notion d'allure paradoxale, puisqu'elle réunit à la fois l'aspect client et l'aspect salarié, le marketing et le management, parce que j'étais frappé, à force de fréquenter le monde de l'entreprise, par le fait que tout chef d'entreprise, évidemment, accorde la plus grande importance aux désirs de ses clients. Et il est prêt, pour connaître ses désirs et pour essayer de les satisfaire, à dépenser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. Et ils ont bien sûr raison de s'intéresser aux désirs de leurs clients. Sauf que je suis toujours surpris de voir que la plupart des chefs d'entreprise passent beaucoup moins de temps, consacrent beaucoup moins d'énergie et d'argent à comprendre quels sont les désirs de leurs salariés. Et ça, je leur dis toujours, c'est une erreur grave. Parce que vous ayez envie et besoin de satisfaire les désirs de vos clients, d'avoir les meilleurs clients et de les garder, bien sûr que je le comprends. Mais réfléchissez-y. La seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'abord d'avoir et de garder les meilleurs salariés. La réciproque n'est pas vraie. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est à l'inverse, bien clairement, parce qu'on a les meilleurs salariés, qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Ça veut dire que l'intérêt majeur d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est d'abord d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Or, si vous avez compris que les salariés ne travaillent pas par devoir ou pour des raisons morales, mais qu'ils travaillent pour être heureux, vous comprenez par là même que la meilleure façon, et voire la seule pour une entreprise, d'avoir et de garder les meilleurs salariés, c'est de créer des conditions telles dans l'entreprise que vous dirigerez dans quelques années, ou dans le service que vous dirigerez dans quelques années. La meilleure façon, autrement dit, de faire votre boulot de manager, ça sera de créer des conditions telles dans votre entreprise ou dans votre service que vos collaborateurs soient plus heureux chez vous qu'ils ne seraient dans telle ou telle autre entreprise ou dans tel ou tel autre service. Si l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés, ça veut dire que le cœur de métier d'un manager, c'est de créer des conditions telles que ses collaborateurs soient plus heureux en travaillant sous sa direction qu'ils ne seraient en travaillant dans une autre entreprise ou dans un autre service. Et ça, pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand vous aurez créé dans votre entreprise ou dans votre service des conditions telles
que vos collaborateurs qui ne travaillent pas par amour du travail. Ben non, ils travaillent par exemple d'argent, comme tout le monde. Le management sera réussi quand vous aurez créé des conditions telles que vos collaborateurs qui ne travaillent pas par amour du travail réussissent à aimer le travail qu'ils font. Votre management sera réussi quand vous aurez créé des conditions telles que vos collaborateurs qui ne travaillent pas pour le plaisir, ah non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. Le management sera réussi quand vos collaborateurs qui ne travaillent pas pour le plaisir prendront plaisir au travail qu'ils font. Et ça ne va pas de soi, parce que ça dépend effectivement des conditions de travail. Je disais tout à l'heure, si vous voulez, vos collaborateurs trouvent du sens à travailler chez vous, encore faut-il que travailler chez vous, ça n'ait pas trop mauvais goût. Ça pose la question de l'ambiance de travail, de la convivialité. Il y a des boîtes, on part y bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que tout le monde fait la gueule à tout le monde, que les gens se détestent, qu'il y a des querelles de clans, des petites haines recuites dans les bureaux. Et puis il y a d'autres boîtes à l'inverse, ou d'autres services, où on part bosser le cœur léger, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, détendue, amicale, qu'à la limite on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Faire en sorte que vos collaborateurs puissent aimer le travail qu'ils font. C'est aussi réfléchir sur leur propre marge de progression. Il y a des boulots, on peut les faire pendant 15 ans, au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Et puis, il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on les fait pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit « mais c'est dingue, ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé, ce n'est pas du tout la même chose ». Ça peut être un sentiment plus grand de son utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer un bon médicament ou fabriquer du Mediator, ce n'est pas la même utilité sociale. Ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management, etc., etc. Vous voyez, autre chose que l'argent, qui est nécessaire bien sûr, mais qui ne suffit pas, qui permettent à vos collaborateurs d'aimer le travail qu'ils font et donc d'être heureux au boulot. Et ça, ce n'est pas du tout une utopie, comme vous pourrez le croire. Un sondage est paru dans La Croix, je crois, il y a 5 ou 6 mois. On demandait en gros aux Français, êtes-vous content d'aller bosser le matin? Bonne nouvelle, 80% des Français répondaient oui à cette question. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondaient oui à cette même question. Ben oui, tous les boulots ne se valent pas. Tous les boulots ne sont pas aussi faciles à aimer. Il y a des boulots plus fatigants, plus arides, plus répétitifs, plus ennuyeux, plus harassants parfois. Il y a des boulots plus créatifs, plus marrants, plus épanouissants. Eh bien, puisque vous avez toutes les chances, étant au DNCA, de faire un jour un boulot vraiment intéressant, n'oubliez pas que ceux qui ont le plus besoin d'être managés, c'est justement ceux qui font le boulot le plus difficile, le plus pénible. Celui qu'il est le plus difficile à aimer. Et votre boulot de manager, ça sera de créer des conditions telles que vos collaborateurs puissent aimer le travail qu'ils font. Prendre plaisir à travailler sous votre direction, c'est-à-dire au fond, être heureux au boulot. Alors, pardon d'avoir été très vite, mais je voulais qu'on ait du temps pour la discussion. Juste un mot en conclusion, histoire de... Avant de vous laisser la parole, s'occuper du bien-être de vos collaborateurs, pour un manager, s'occuper du bien-être de ses collaborateurs, de leur bonheur professionnel. Je ne parle pas du bonheur privé, la femme, le mari, les gosses, ça ne vous regarde pas. Hein. Mais quand vous serez manager, pour un manager, s'occuper du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel,
a fortiori combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas de la philanthropie, c'est le cœur de son métier. Parce que l'intérêt majeur d'une entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Dès lors que les gens ne travaillent pas pour des raisons morales, mais pour être heureux, une entreprise ne peut garder les meilleurs salariés que si et seulement si on crée des conditions telles dans cette entreprise que les salariés ont le sentiment qu'ils sont plus heureux dans cette entreprise-ci qu'ils ne seraient dans une autre. Et je terminerai en disant que ça vaut aussi pour vous. Autrement dit, dernier conseil, quand vous serez manager, n'oubliez pas d'être heureux vous-même. Dans votre vie privée, ça va de soi, mais ça ne me regarde pas. Mais je veux dire ici, n'oubliez pas d'être heureux au boulot. Parce que vous comprenez bien que pour un salarié quelconque, pour vos collaborateurs et subordonnés, c'est plus facile d'être content de venir bosser le matin quand on a le sentiment que le manager lui-même est content d'être là, de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là, plutôt que si on arrive le matin dans une entreprise où le manager tire la gueule toute la journée, ou donne le sentiment qu'il préférerait faire un autre métier, ou dans une autre entreprise, ou avec d'autres gens. Bref, quand on est manager, le bonheur professionnel fait partie des qualités professionnelles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons désormais passer aux questions. J'imagine que le sujet est assez vaste pour que vous ayez quelques questions. Alors, comme c'est votre première journée, j'imagine que la première va être ardue, va être très difficile. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous invite à ressasser tout ce qui vient d'être dit dans les années à venir. Aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 15 ans. Et, comme je vous le disais ce matin, en 2030. Vous verrez que ça a une actualité et qu'il y a de fortes chances que tout ce qui vient d'être dit ce matin est loin d'être inutile, mais que souvent, la nature humaine oublie des messages aussi simples que celui-ci, qui sont essentiels pour la conduite d'une organisation, qui sont essentiels pour le bonheur des hommes et des individus à titre personnel. Allez, maintenant, je vous invite à poser une question. Sachant que vous avez fait 2 années, voire 3 années de culture générale. Alors, qui faisait à l'eau ? Voilà, monsieur là-bas. Attendez, il y a un micro qui arrive, on vous l'apporte. Si le salarié n'a pas connu d'autre environnement qu'une seule entreprise. Attendez, le micro sera plus simple, voilà. Si le salarié n'a pas connu d'autre environnement que son entreprise pendant toute sa durée de travail, comment il peut savoir qu'il est plus heureux ici que dans une autre entreprise ? J'ai dit qu'il fallait qu'il ait le sentiment d'être plus heureux. Voilà. S'il a l'expérience, il peut s'en rendre compte. S'il n'a pas l'expérience, ça reste un petit peu approximatif. Vous voyez ? Mais s'il avait le sentiment qu'il serait plus heureux ailleurs, chez vos concurrents, parce qu'il sait que l'ambiance est plus tendue, ou il sait que les cadences sont moins rapides, ou il sait que les managers sont moins emmerdants, que sais-je. S'il ne va pas dans l'autre entreprise, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il reste chez vous parce qu'il a peur du chômage, de l'inconnu, de la prise de risque, et non pas parce qu'il aime le boulot qu'il fait chez vous. Parce que la vraie question, au fond, vous le découvrirez aussi quand vous serez vraiment manager. Là, pour vous, c'est abstrait, vous arrivez. Mais quand on est manager, souvent les chefs d'entreprise, les cadres me disent, mais vous dites, gardez les meilleurs. À quoi est-ce qu'on reconnaît les meilleurs ? La réponse est assez embêtante pour les managers que vous serez bientôt. On reconnaît les meilleurs au fait que c'est ceux qui peuvent s'en aller. Parce qu'ils sont bons, ils ont le choix. Oui. Ce n'est pas de peau pour vous, parce que votre boulot, c'est de les garder. Eh bien voilà.
Votre boulot, c'est de garder justement ceux qui, parce qu'ils sont bons, ont le choix et donc peuvent s'en aller. À quoi est-ce qu'on reconnaît les moins bons dans l'entreprise? Vous le verrez très vite quand vous serez manager. On reconnaît les moins bons au fait que c'est ceux dont on préférerait se débarrasser. Et dont, pour cette raison même, on sait qu'ils resteront ici le plus longtemps qu'ils pourront. Alors, ça ne répond qu'en partie à votre question, mais quand bien même il aurait travaillé que dans une seule boîte, il a des échos d'ailleurs, il a son beau-frère qui travaille ailleurs, son voisin, sa femme, que sais-je, voyez. Et puis il y a une part d'imaginaire. On croit toujours que l'herbe est plus verte de l'autre côté du pré. Justement, votre boulot à vous sera de faire qu'il ne soit pas toujours attiré par quelque chose qu'il ne connaît pas ou mal et lassé de ce qu'il connaît chez vous. Et vous découvrez très vite que garder les meilleurs, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. D'autant plus que vous leur demandez quelque chose de difficile. Là encore, méfiez-vous du discours managérial qui vous dit « le travail, c'est tellement génial qu'en vérité, c'est du bonheur ». J'étais invité à un congrès du CJD il y a quelques mois, je ne sais plus dans quelle ville, peu importe, je crois que c'était dans l'Ouest, autour d'une formule de Confucius. Confucius, dans son immense sagesse, a dit « choisis un travail que tu aimes, choisis un travail que tu aimes, et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. » Alors là, au CJD, donc, centre des jeunes dirigeants, c'est des jeunes patrons plutôt sympas, d'ailleurs, c'est plutôt mieux que le MEDEF, c'est quand même des patrons. Là, ils sont contents. Oui. Et ils se gargarisaient, choisis un travail que tu aimes, et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Et je leur ai dit, mais vous oserez dire une connerie pareille à vos ouvriers, à vos caissières, à vos femmes de ménage, à vos représentants de commerce? De qui se fout-on? Les gens ne travaillent pas parce que c'est agréable de tenir une caisse. Les gens ne sont pas soudeurs parce qu'il n'y a rien de plus marrant que de faire de la soudure 35 heures par semaine. Les gens ne sont pas maçons parce qu'ils prennent un pied énorme à monter des murs de parpaing ou de béton. Non, ils sont maçons, ils sont caissières, ils sont soudeurs parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. C'est pour ça qu'on a besoin de managers. Parce que si monter un mur de parpaing, c'était en soi-même du bonheur, pas besoin de management, évidemment. Si être caissière, c'est une partie de plaisir, pas besoin de management. Mais si au contraire, être caissière, être maçon, être soudeur, etc., c'est plutôt astreignant, plutôt contraignant, plutôt répétitif, pas vraiment marrant. Alors là, réfléchir aux conditions qui feront que votre caissière, votre maçon, votre soudeur, ils réussiront pourtant à aimer leur boulot, qu'ils connaissent ou pas d'expérience d'autres entreprises, ce n'est pas ça l'essentiel, mais qu'ils soient contents de bosser chez vous, là, c'est un enjeu managérial décisif. C'est parce que le travail n'est pas en lui-même une partie de plaisir que réfléchir à la question du plaisir au travail est une question managériale décisive. Et à nouveau, ce n'est pas une utopie. Je vous raconte juste une anecdote, si vous voulez, pour être plus concret. Je suis invité tous les ans et plusieurs fois par an dans une fondation de formation au management qui a été créée par Gérard Mullier. Alors, Gérard Mullier, c'est le patron, propriétaire, créateur du groupe Auchan. Et dans ce séminaire, Gérard Mullier nous racontait qu'un jour, il fait comme souvent le tour d'un magasin Auchan dans le nord de la France. Il parle avec salariés. Notamment, il parle avec une caissière d'un supermarché Auchan. Et parlant avec cette caissière, il découvre que cette caissière a 1 heure de transport à faire le matin pour venir bosser, et donc 1 heure de transport à faire le soir pour rentrer chez elle. Et Gérard Mullier, qui est plutôt un chic type, lui dit « Mais écoutez, c'est idiot. Il y a un magasin Auchan tout près de chez vous, demandez votre mutation, il n'y a pas de problème, vous l'aurez. » La caissière lui répond, annonce à M. Mullier, pas question. Je suis trop bien ici, je ne peux pas m'en aller. Formidable réussite managériale. Si elle avait gagné 60 millions d'euros au loto européen, mais bien sûr qu'elle aurait arrêté d'être caissière. Mais votre boulot de manager, ça ne sera pas de garder ceux qui ont gagné au loto. Rassurez-vous, on ne gagne pas au loto, en gros. Votre boulot, c'est de garder ceux qui n'ont pas gagné au loto, mais qui sont les meilleurs.
Eh bien, quand on arrive à faire qu'une caissière est tellement contente de bosser dans ce magasin-là qu'elle refuse d'envisager d'aller bosser dans un autre magasin, là, on a une réussite managériale. Qu'il ait ou pas une autre expérience concrète est moins important que l'expérience concrète qu'il a du boulot qu'il fait dans votre entreprise, sous votre direction. Une autre question ou objection ou témoignage, mademoiselle? Moi, je me demande si c'est en fait, si je ne trouve pas les lois au prix et plus généralement la question du temps de travail permet de donner du sens au travail. Parce qu'en ne résumant pas la vie au travail, est-ce qu'on n'a pas donné la possibilité de donner du sens au travail? Oui, alors là, vous découvrirez bien. Donc moi, je suis très frappé par le fait que, évidemment, le rapport aux lois Aubry, donc la réduction le passage de 39 à 35 heures de travail, est perçu évidemment très différemment, selon qu'on s'adresse aux chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants, ou selon qu'on s'adresse aux salariés de base. Disons d'un côté le MEDEF, le CJD, et puis de l'autre un syndicat ouvrier ou le grand public. Parce qu'en effet, ce que les chefs d'entreprise reprochent aux 35 heures, c'est éventuellement un problème économique, alors qui est réel. L'augmentation du coût du travail dans une économie mondialisée, ça pose un certain nombre de problèmes relevant de la concurrence. Mais c'est surtout le fait qu'en deçà d'un certain seuil, 35 heures par exemple, le travail n'est plus l'essentiel pour les salariés. L'essentiel, ça devient ce qui est extérieur au travail. Alors que les salariés tiennent le discours que vous tenez vous, c'est justement parce que l'essentiel est extérieur au travail que le travail a davantage de sens. Et ça me paraît, ce deuxième point de vue, en vérité, beaucoup plus juste. S'il n'est sens que de l'autre, le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Et donc, pour un père de famille ou une mère de famille, passer davantage de temps avec ses gosses, ça ne veut pas dire que son travail n'a plus de sens. Ça veut dire au contraire que son travail en un sens a encore davantage de sens du fait même qu'il lui permet non seulement d'élever ses gosses financièrement, mais aussi de passer davantage de temps avec eux. Alors je cite souvent, voire presque systématiquement aux chefs d'entreprise, une formule d'Aristote, là encore, que j'ai toujours plaisir à citer aux chefs d'entreprise parce qu'elle dit à peu près le contraire de leur idéologie spontanée. Alors soyons clairs, tout groupe professionnel se crée une idéologie spontanée qui en gros est un discours d'auto-justification. Je pourrais passer le reste de la matinée sur l'idéologie spontanée du corps enseignant, mais ça ne serait pas très intéressant puisque vous n'êtes pas de futurs profs, mais de futurs managers. Alors réfléchissons à l'idéologie spontanée du manager, a fortiori du chef d'entreprise. Mais dès que le manager est à un niveau important dans la hiérarchie et dans la rémunération, il a cette idéologie-là. Eh bien, une bonne façon de saisir l'idéologie spontanée du manager, c'est de partir d'une phrase d'Aristote qui dit exactement le contraire de cette idéologie spontanée. Aristote, dans son génial bon sens, écrit simplement ceci. Le travail tend au repos, on pourrait traduire au loisir, au temps libre. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Le travail tend au repos et non pas le repos au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a vraiment que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants ou quelques fous du boulot, qui croient vraiment qu'on se repose la nuit pour mieux travailler toute la journée. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants ou quelques fous du boulot, qui croient vraiment qu'on se repose le week-end pour mieux travailler toute la semaine. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants et quelques fous du boulot qui croient vraiment qu'on se repose pendant les vacances pour mieux travailler toute l'année. Il n'y a que les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants et quelques fous du boulot qui croient vraiment qu'on se repose pendant la retraite pour pouvoir mieux travailler toute la mort. Et là, je dis toujours au patron, reconnaissez que votre idéologie spontanée atteint sa limite. C'est que si
le repos tendait au travail, la retraite serait une absurdité. Alors que ce que savent d'instinct la plupart des salariés de base, et spécialement les plus jeunes, est à l'inverse de cette idéologie spontanée du manager. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la journée pour avoir un toit où dormir et profiter de ses soirées, évidemment. Ce qu'ils savent d'instinct, eux, c'est qu'on travaille toute la semaine pour pouvoir s'offrir des week-ends. Ce qu'ils savent, eux, c'est qu'on travaille toute l'année pour pouvoir partir en vacances. Ce que savent les salariés, c'est qu'on travaille toute la vie active pour pouvoir profiter de sa retraite. Autrement dit, ce que savent d'instinct la plupart des salariés, et ce que les chefs d'entreprise et les managers ont tellement de mal à comprendre, c'est qu'Aristote a raison. Le travail tend au repos, au loisir, au temps libre, à la vie, et non pas le repos, le loisir, le temps libre, la vie, au travail. Bref, on travaille pour vivre, alors que les chefs d'entreprise voudraient qu'on vive pour travailler. C'est normal de leur point de vue, mais ça n'en fait pas une vérité. Et votre travail de manager, et de manager notamment intermédiaire, pour tous ceux qui ne seront pas chefs d'entreprise, ça sera d'aider les chefs d'entreprise, le chef d'entreprise, à comprendre le point de vue des salariés. Et c'est uniquement dans la mesure où le travail qu'on leur demande les aidera à être plus heureux, y compris dans leur vie privée, dans leurs loisirs, dans leur temps libre, que vous pourrez garder les meilleurs. Ça veut dire très simplement qu'on ne va pas attendre la fin de la journée pour être heureux. Parce que voilà, tout le monde travaille pour être heureux parce qu'à la raison, tout homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre ou celui qui va travailler. Mais certains ne commencent à être heureux qu'à partir de 18h, quand ils quittent le boulot. Ou que le vendredi soir, quand ils partent en week-end. C'est quand même dommage d'attendre le vendredi soir pour être heureux. Tout homme peut être heureux, y compris celui qui vient travailler. Votre boulot de manager sera de faire en sorte que le bonheur ne commence pas à la fin du travail, mais qu'il soit heureux autant qu'on peut l'être aussi en travaillant. Une autre question? Oui, mademoiselle? Oui, moi j'aurais voulu savoir votre opinion sur les atmosphères de jeu et un peu de récréation qui se sont développées, notamment aux États-Unis, dans les startups. Je pense notamment à Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des paniers de basket ou des salles de relaxation dans les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça participe donc à ce bonheur au travail ou pas? Écoutez, ça peut aider. Et sans doute, ça ne peut pas nuire. Cela dit, il suffisait de mettre un panier de basket dans le hall d'une entreprise pour que les gens aiment leur boulot. Là, pour le coup, le boulot de manager serait facile. Mais je ne suis pas contre. Voyez, mais il faut bien comprendre que la difficulté du boulot du manager consiste à faire aimer quelque chose, un travail, qui n'est pas en soi spontanément aimable. Réfléchissons, peut-être à mes notes, mais je voulais être court, vous en avez peu de temps, à cette notion de motivation. Ce que j'ai dit en gros, c'est qu'il n'y a de motivation que pour et par le désir. Et je le maintiens. Mais ça ne veut pas dire que ces deux mots de motivation et de désir soient synonymes. Qu'est-ce que c'est qu'une motivation? C'est un certain type de désir très particulier. La motivation, c'est un désir qui porte sur quelque chose qui n'est pas intrinsèquement désirable. C'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on n'aime pas spontanément. Par exemple, imaginez, je ne sais pas quoi, vous êtes invité dans un très bon restaurant, on vous sert un plat fabuleux, vous vous régalez, vous mangez avec enthousiasme, etc. Vos convives ne vous diront pas, bah dis donc, tu es drôlement motivé pour manger. Ah non, quand c'est très très bon, on n'a pas besoin d'être motivé.
Vous êtes en train de faire l'amour avec votre compagnon ou compagne. Hein. S'il vous murmure à l'oreille, bah dis donc, ce soir, tu es drôlement motivé. C'est mauvais signe. Quand c'est vraiment bon, on ne parle pas de motivation. On parle de désir, de plaisir. Ah oui. La motivation, c'est le désir qui porte sur quelque chose qui n'est pas spontanément ou intrinsèquement désirable. Et c'est pour ça qu'on parle de motivation dans le monde du travail, évidemment. C'est que travailler, en gros, on ne préférerait pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de management. De ce point de vue, méfiez-vous là encore du discours managérien. Vous verrez ça très vite quand vous serez en entreprise. Pour vous parler de management, on va vous inviter un chef d'orchestre, un coach sportif. Jacquet a fait fortune après la Coupe du Monde en faisant des conférences sur le management. Je n'ai rien contre, ces gens ont des choses à nous apprendre, comme tout le monde, mais réfléchissez-y. Le gars qui est chef d'orchestre, il a devant lui son deuxième violon, par exemple. Imaginez que le deuxième violon de l'orchestre de Nantes gagne 60 millions d'euros au loto européen. Je ne sais pas s'il restera à l'orchestre de Nantes, mais il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il continuera à jouer du violon. Parce qu'il aime ça passionnément, c'est sa vie, c'est son bonheur. Alors peut-être qu'il quittera l'orchestre, qu'il va créer un quatuor à cordes. Peut-être qu'il entreprendra une carrière de soliste. Mais il continuera évidemment à faire du violon. C'est ce qu'il aime pratiquement plus que tout. La caissière, le soudeur, le camionneur, que j'évoquais tout à l'heure, s'ils gagnent 60 000 €, ils arrêtent de bosser. Pareil, je dirais presque a fortiori pour les entraîneurs, les coachs sportifs, comme on dit aujourd'hui. Aimé Jacquet, il dirige une équipe de 22 joueurs. Il y en a 11 sur le terrain, il y en a 22 sur la liste. Bon. Quelles sont leurs caractéristiques? La première caractéristique, moyenne d'âge de l'équipe de France, je dis ça à peu près au pif, mais enfin, on va dire en 98, 24 ans. Vous ne dirigerez jamais une entreprise dont la moyenne d'âge est de 24 ans. La moyenne d'âge chez vous sera de 38 ans, 45 ans. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Deuxièmement, les 22 joueurs de l'équipe de France, quand ils étaient petits garçons, c'était les meilleurs de leur ville, de leur époque, encore maintenant. Ils font partie des meilleurs du monde. Ils ont un talent fou. Demandez-vous dans 10 ans, au fond, dans mon entreprise, combien font partie des meilleurs du monde? La réponse normale, c'est 0. Dans une PME, même une grosse PME. Dans une très grosse boîte, on aura peut-être 3 ou 4. Oui. Mais ceux-là sont tellement bons qu'à la limite, ils n'ont pas besoin qu'on les manage. C'est les autres qui ont besoin d'être managers. Troisièmement, ces types-là adorent jouer au ballon. Voilà. C'est vrai, c'est plutôt marrant le foot d'ailleurs. S'ils gagnaient 60 000 € au loto européen, mais d'ailleurs certains ont gagné beaucoup plus que 60 000 €. S'ils continuent à jouer, ce n'est pas seulement ou pas forcément par cupidité, c'est qu'en gros, ce qui leur plaît le plus dans la vie, à part le sexe et leurs enfants, c'est taper dans un ballon. Ben, ils continuent. Ils aiment ça, c'est marrant. Ce que vous demanderez à vos collaborateurs, sauf quelques très rares exceptions, ça sera beaucoup moins marrant que de taper dans un ballon. Quatrièmement, dès qu'ils marquent un but, ils passent au journal de 20 heures. C'est quand même une motivation, on les reconnaît dans la rue, on les applaudit ou dans les bistrots. La dernière fois qu'un salarié d'une grande entreprise de Nantes est passé au journal de 20 heures, c'était quand? C'était pour annoncer qu'il avait perdu son boulot, que la boîte fermait. Ça fait quand même une motivation en moins. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'un coach ou un chef d'orchestre, ce n'est pas des managers. Ça veut dire que leur boulot de manager est beaucoup plus facile que ne sera le vôtre. Quand vous ferez le vrai management, qui consiste à motiver des gens, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils aiment un boulot, non pas parce qu'ils seraient intrinsèquement aimables, qu'est-ce que c'est marrant d'être soudeur, d'être représentant de commerce ou d'être un standardiste. Non, parce que vous aurez créé des conditions de travail telles, une ambiance de travail, des relations humaines, de la convivialité, qui en effet donnent sens à leur boulot. Pas le seul sens financier, gagner sa vie, mais bâtir ensemble une aventure humaine qui leur permet d'être contents de faire ce métier-ci
dans cette entreprise-là. Alors, pour être plus concret, peut-être pour terminer, parce que je vois que Jean s'approche du micro. Encore une question. Non, ça n'est pas une question. Donc, plus de questions, mais c'est moi qui réponds. Imagine qu'il ne me pose pas la question dont j'ai besoin maintenant, je serai embêté. Donc, une conclusion. Pour résumer tout ça de façon plus concrète. Moi, je dis toujours, quand j'interviens en entreprise, qu'il y a 3 choses qu'un manager doit apprendre à dire à ses collaborateurs et subordonnés. 3 choses qui, en vérité, en font 4. Hein. Vous allez le voir, c'est comme les 3 mousquetaires, dont chacun sait qu'il était 4. La première chose qu'un manager doit apprendre, donc que vous devrez apprendre à dire, vous, quand vous serez manager, encore plus peut-être que vous devrez apprendre à ceux de vos collaborateurs qui sont eux-mêmes managers. Ceux dont le boulot, c'est de faire bosser les autres, les chefs d'équipe, les cadres, les contremaîtres, que sais-je, à dire à leurs propres collaborateurs subordonnés. La première chose qu'un manager doit apprendre à dire à ses collaborateurs et subordonnés, c'est une évidence, mais il faut la rappeler quand même, c'est évidemment bonjour. C'est une évidence, mais il faut la rappeler quand même parce que je sais d'expérience que ça ne se fait pas dans toutes les entreprises. Je me rappelle d'une convention nationale de l'APM, l'Association Progrès du Management, à laquelle je participais, donc c'est des clubs de chefs d'entreprise. Dans une commission à laquelle je participais, les organisateurs avaient fait projeter un reportage vidéo tourné dans je ne sais plus laquelle de nos grandes entreprises. Et dans ce reportage vidéo, le journaliste interrogeait les salariés de base sur ce qu'ils pensaient de la direction. Or, la première plainte des salariés était la suivante. Les cadres dirigeants nous croisent dans les couloirs, dans les escaliers. Ils ne nous disent pas bonjour. C'est évidemment une faute contre la politesse. Vos parents vous ont appris à dire bonjour aux personnes que vous rencontrez. C'est aussi une faute, et c'est déjà plus grave, contre la morale. Parce que dire bonjour, ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est une question de morale. Parce que dire bonjour, c'est traiter l'autre comme un être humain. C'est prendre acte de sa dignité d'être humain. C'est le traiter comme une personne. Vous ne dites pas bonjour à la machine à café quand vous entrez dans la cafétéria. Vous avez raison, ce n'est pas un être humain, c'est une machine. C'est une raison suffisante pour dire bonjour à tous ceux qui sont en même temps que vous dans la cafétéria. Parce que sinon, vous les traitez comme des machines, vous leur manquez de respect. Troisièmement et surtout, pour un manager, ne pas dire bonjour, c'est une faute professionnelle. Parce que vous les démotivez. Si vous les traitez comme des machines, ils ne seront pas plus motivés qu'une machine. Le problème, c'est que la machine, pour faire son boulot, elle n'a pas besoin d'être motivée. Il suffit qu'on l'ait branchée et qu'on ait appuyé sur le bon bouton. Un homme, une femme, il n'y a pas de branchement électrique. Il n'y a pas de bouton où appuyer, il faut le motiver. Si vous les traitez comme des machines, ils ne seront pas plus motivés qu'une machine. Pour un manager, ne pas dire bonjour, c'est une faute professionnelle. Bon, mais ça, c'est le plus facile. J'espère bien que vous le ferez tous. Vous vérifiez quand même que tous ceux de vos collaborateurs qui seront eux-mêmes managers le font aussi. Deuxième chose qu'un manager doit apprendre à dire à ses collaborateurs et subordonnés, et c'est déjà plus rare, c'est merci. Merci pour le boulot que vous faites. Un jour, un patron me disait, mais leur dire, je jure que c'est vrai, il me dit, mais leur dire merci, vous êtes drôle, mais je les paye pour le boulot qu'ils font. Il faut en plus que je dise merci. Je lui ai répondu, mais mon vieux, vous prenez un café au bar, vous payez le café, et vous dites en plus merci au serveur. Bien sûr qu'il faut dire merci en plus, là encore pour 3 raisons. D'abord par politesse. Combien de milliers de fois vos parents vous ont demandé qu'est-ce qu'on dit quand vous aviez omis de dire merci alors qu'ils vous donnaient quelque chose. Mais dire merci, ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est une question de morale. Parce qu'aussi assurément, l'ingratitude est une faute morale. Aussi assurément, la gratitude est une vertu morale. Troisièmement et surtout, pour un manager, ne pas dire merci, c'est une faute professionnelle. Parce que vous les démotivez, là encore. Si personne ne lui sait gré du travail qu'il a fait et qu'il a bien fait, combien de temps croyez-vous qu'il continuera à en faire davantage que le strict minimum pour ne pas être viré? Troisième chose qu'un manager doit prendre à dire à ses collaborateurs et subordonnés, et là c'est de très loin le plus rare, parce que c'est le plus difficile, c'est une question. Comment ça va? Comment ça va? Autrement dit, quels sont vos désirs?
professionnelle. Là encore, je ne parle pas de la vie privée, la femme, le mari des gosses. Non, mais quels sont ceux de vos désirs professionnels qui sont satisfaits dans l'entreprise? Quels sont ceux de vos désirs professionnels qui ne sont pas satisfaits dans l'entreprise? Qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que davantage de vos désirs professionnels soient satisfaits dans l'entreprise? Et là, c'est le plus difficile. D'abord parce que ça prend du temps. Parce que là, ce n'est pas un « comment ça va » de politesse, où on n'écoute même pas la réponse, où l'autre vous répond « comment ça va ». Non, non. C'est une véritable attitude d'interrogation et d'écoute. Ça prend du temps. L'entretien d'évaluation annuelle pourra servir à ça, ça ne suffira pas forcément. Et puis, c'est le plus difficile aussi, c'est de m'expliquer un jour un chef d'entreprise, il me dit, vous avez raison, c'est le plus difficile. Pas seulement parce que ça prend du temps, mais parce que vous leur demandez comment ça va. Mais bien sûr, le plus souvent, ça ne va pas du tout. Ils vont vous faire des tas de reproches, de récriminations, de revendications. Il faudra changer quelque chose. Et les mêmes managers qui aiment tellement célébrer le changement, qui aiment tellement reprocher leurs collaborateurs de ne jamais vouloir rien changer, quand on leur demande à eux, managers, de changer quelque chose à leur style de management, ils redécouvrent qu'il est très facile de vouloir faire changer les autres, mais bien plus difficile d'accepter de se changer soi. Alors bien sûr, c'est un résumé. Ce n'est pas parce que vous aurez dit « bonjour, merci, comment ça va » que tout ira pour le mieux dans la meilleure entreprise du monde. Mais c'est un résumé qui indique malgré tout une direction, qu'on peut appeler en gros celle d'un management humaniste. Parce que dire bonjour, merci, comment ça va, dans les trois cas, ça a en commun de traiter l'autre comme un être humain, c'est-à-dire exactement comme le sujet de ses désirs. Trois choses qui en font cas, disais-je, et je terminerai par là. Parce qu'un jour, je disais ça, là encore, dans la fondation de Gérard Mullier de formation au management, et l'un des cadres du groupe Auchan qui était là lève la main et dit « il y a une quatrième chose qu'il faut apprendre à dire quand on est manager. C'est non. Non. » Je lui ai dit « vous avez raison. » Alors le vieux Mullier qui était là se lève et dit « non, non, c'est pas non qu'il faut apprendre à dire, c'est oui. » Je lui ai dit « Gérard, vous jouez sur les mots. Parce que le pouvoir de dire oui, le pouvoir de dire non, par définition, c'est la même chose. Or, cette chose-là, c'est exactement ce qu'on appelle le pouvoir. Et si maintenant j'ajoute cette quatrième chose, donc pour être manager, il faut aussi savoir dire non. Ça veut dire, n'oubliez pas que vous avez du pouvoir. Vous ne seriez pas, que vous aurez du pouvoir. Vous ne seriez pas manager autrement. Alors comprenez-moi bien, le pouvoir n'a jamais suffi au management, n'a jamais tenu lieu de management. Le pouvoir, au mieux, ça fait un chef du personnel, comme on disait en France dans les années 50. Le gars, il était sous-off à la retraite, il prend sa retraite à 50 ans, on l'embauche chez Peugeot ou Simca pour devenir chef du personnel. Ça marchait. Un chef du personnel, il commande, l'autre obéit. Eh bien, vous verrez très vite qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. On n'a plus besoin d'un chef du personnel qui commande à l'autre qui obéit. On a besoin d'un manager qui motive. Donc, bien sûr, le pouvoir ne tient pas lieu de management, ne suffit pas au management. Mais attention, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a jamais de management sans pouvoir. C'est pourquoi on peut le dire, puisque vous avez quitté le lycée, que nos malheureux proviseurs de lycée ont le plus grand mal à manager vraiment leurs équipes. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas les qualités pour ça, ce n'est pas qu'ils n'aient pas la compétence pour ça. Mais c'est qu'un professeur de lycée n'a pratiquement aucun pouvoir réel, notamment sur l'équipe de profs qu'il est censé manager. Ce n'est pas lui qui les choisit, il n'a pas la liberté de recrutement. Il ne peut en licencier aucun. Il ne peut pas, ou quasiment pas, ou à la marge, récompenser les meilleurs et sanctionner les moins bons. Comment voulez-vous manager quand on n'a pas de pouvoir sur les gens qu'on manage? Si bien qu'il y a deux erreurs quand on est manager à éviter. La première erreur, c'est de croire que le pouvoir suffit. Le petit chef, il se prend pour un chef du personnel. Ça ne marche plus. Et puis, humainement, ce n'est pas très intéressant. Et puis, une forme d'angélisme qui croit que l'humanisme suffit et que si on dit bonjour, merci, comment ça va, tout ira forcément bien. Vous découvrirez vite que c'est un peu plus compliqué que ça. Et que la difficulté, quand on est manager, c'est de tenir les deux bouts de la chaîne, comme on dit souvent. Le bout pouvoir, mais oui, vous ne seriez pas manager, vous n'aviez pas un pouvoir sur vos collaborateurs. C'est ce qui vous définit comme manager. Mais aussi le bout humaniste,
si vous voulez être autre chose qu'un chef du personnel, autre chose qu'un petit chef, ça veut dire que vous devez apprendre à traiter vos collaborateurs comme des êtres humains, c'est-à-dire comme le sujet de leur désir. C'est à la fois le plus intéressant pour vous humainement, mais je suis convaincu que c'est aussi le plus intéressant économiquement pour l'entreprise. Parce que là encore, l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est de recruter et de garder les meilleurs. On ne recrute et on ne garde les meilleurs qu'à la condition de les traiter comme des êtres humains, c'est-à-dire comme les sujets de leur désir. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci à tous. Très bien, l'année commence très fort. Donc, nous vous souhaitons un bon appétit. Nous nous retrouvons à 14h exactement dans cet amphithéâtre. Ça veut dire qu'à 13h55, vous rentrez tous dans ce lieu. Et j'aurais aimé éventuellement